Berner, Ariane, Sherbinski ou Doja, ces noms vous disent probablement quelque chose. Et pour cause, ils sont les têtes de gondole de certaines des marques les plus successful de l'industrie du cannabis. Leur point commun, avoir commencé sur le marché illégal ou gris, pour finir par devenir multimillionnaires sur le marché légal. Mais avant de se glisser dans les coulisses de ces anciens dealers devenus très riches légalement, un point de contexte. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, et que j'utilise exprès le terme de dealer, c'est aussi pour aller contre ce fameux argument prohibitionniste. Comme si les dealers aujourd'hui, les trafiquants de drogue qui tiennent un certain nombre de quartiers vont mettre un costume et une cravate et ouvrir un commerce légal, ça n'est pas vrai? Alors peut-être qu'ils ne mettent toujours pas de costard, mais il est totalement mensonger d'affirmer de manière aussi péremptoire qu'aucun dealer ne passe au légal après une légalisation. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de ce type de régulation, et ça montre surtout que notre Othman Nasrou, ou d'autres comme le député Renaissance Mathieu Lefebvre, font beaucoup dans l'idéologie mais très peu dans les faits. Mais avant toute chose, il faut que je vous parle de notre sponsor pour cette vidéo. Vous cherchez calme et relaxation dans ces univers urbains surchargés de stress? Les gummies French Farm sont là pour vous. Seul gummies full spectrum du marché, chaque gummy contient 45 mg de cannabinoïdes pour un moment de bien-être et de douceur. Et en plus, ils existent en saveur passion, mojito, framboise ou pastèque. Produit interdit aux mineurs et qui ne contient pas aux femmes enceintes. Ne pas manipuler de tractopelle, de tronçonneuse ou tout autre outil du même type après consommation. Merci à eux de nous accompagner sur cette vidéo, et pour vous remercier de visionner la vidéo, nous vous offrons 10% de réduction sur tout le site de French Farm avec le code NWD10. Après cette clarification, plongeons dans ces success stories issus du legacy market, un terme qui désigne les personnes qui travaillaient déjà dans le cannabis avant la légalisation, et commençons par Berner, sans doute le plus iconique aujourd'hui, avec sa marque Cookies. Né Gilbert Anthony Milam Jr. en 1983, l'histoire officielle veut que Berner ait commencé à travailler dans le cannabis à l'âge de 18 ans, dans un dispensaire de San Francisco appelé The Hemp Center. Berner vend sa weed à des patients médicaux qui sont autorisés à consommer du cannabis à usage médical depuis que la Californie l'a légalisé en 1996. Il y traîne sa bosse pendant une dizaine d'années, naviguant entre les régulations de la proposition 215 qui protège les cultivateurs légaux, les dispensaires et les patients, et les méandres des zones grises caractéristiques de la Californie, des immenses zones de culture de Humboldt et plus largement du triangle d'Emeraude. En parallèle, il travaille sur sa carrière de rappeur et sort son premier album en 2008, Draft Season. Yeah, boy. Genstar, what's up? Genesee, what's up, boy? Drought season. C'est aux alentours de 2010 qu'il rencontre un cultivateur de la baie de San Francisco, Jaiga, à qui il achète de la weed. Jaiga était connu à l'époque pour sa version de l'OJ Kush produite dans son garage du Sunset District. Il a également mis au point un hybride au goût de biscuits chocomantes qu'il a baptisé Girl Scout Cookies. Et cette GSC devient rapidement un hit en Californie, en raison de son bag à pile, de sa puissance et de ses arômes inconnus jusque-là. La variété servira de tremplin à la marque Cookies et de marque de fabrice pour la Cookies Family, un collectif initié par Jaiga et Flux et auquel s'est joint Sherbinski, Berner, Ken Dumetz aka Pie Guy, Mike et d'autres qui ne sont pas aussi visibles. La marque Cookies est créée officiellement en 2012 et la dizaine d'années de taf de Berner va payer. En parallèle de son dispensaire, deux choses vont contribuer à son succès. La carrière de rappeur de Berner, que d'aucuns trouveraient assez médiocre, mais il arrive quand même à traîner dans le sillage de Snoop Dogg, B-Real ou Wiz Khalifa, qu'il rencontre dans son dispensaire et qui le signera ensuite sur son label Taylor Gang en 2012, et de toute la clique de rappeurs West Coast boostés au THC. Et surtout l'édification de sa marque de vêtements Cookies, dont les graphismes sont généralement claqués au sol quand ils vont plus loin qu'un seul logo Cookies, mais qui envoie un message de « moi je fume de la Cali comme Wiz Khalifa et pas comme un cutéreux ». Il profite d'ailleurs des shows de rap de ses amis pour mettre sur scène ses hoodies et rajouter de la street cred à sa marque, boostée par les réseaux sociaux, et notamment Instagram, qui n'appliquait pas le shadowban à l'époque. Le cannabis étant toujours illégal au niveau fédéral, enregistrer une marque de vêtements lui permet aussi de capitaliser légalement sur sa propriété intellectuelle. Et c'est probablement ce coup de génie qui a permis à Berner d'amorcer la pompe à dollars. Ce mélange de rap, d'internet, de weed et de fringues participera à la visibilité globale de Cookies, et avec des breeders comme Jaiga et Sherbinski derrière, permettra de diffuser largement certaines des weeds californiennes les plus connues aujourd'hui. La Cookies Femme va mettre sur le marché la London Pancake, la Gary Payton, la Cereal Milk, la Pink Panties, la Geek Biscotti, la Gelato, la Cherry Pie ou encore la Sin Mint. Elle va nouer des partenariats avec d'autres breeders et cloisonner son offre en différentes verticales. Cookies pour les variétés du crew, Lemonade pour des variétés à dominante sativa, Mince pour sa collab avec GBZ de Sea Junkie, le père de la wedding cake, Grandiflora pour des variétés rares et exotiques et pour sa mission de soutien à l'équité sociale dans la communauté du cannabis d'Oakland, etc., etc. Le premier magasin Cookies ouvre en 2018 à Los Angeles sur Maywood Avenue et ne sera que le premier d'une longue liste. La simple annonce de l'ouverture d'un magasin Cookies fait déplacer les foules et des files d'attente de parfois plusieurs jours se forment pour assister aux openings. En 2002, la marque est présente dans 4 pays, 30 marchés médicaux et récréatifs, avec un total de 53 points de vente aux États-Unis. Berner communique alors sur le fait que ses flagship cookies gagnent entre 100 et 200 000 $ par jour, et que son second magasin sur Melrose à Los Angeles atteint souvent 450 000 $ en une seule journée.
En 2021, le merchandising Cookies rapporte à lui seul 58 millions de dollars. Cookies va surtout très bien comprendre comment fonctionne le licensing, la gestion de sa propriété intellectuelle, pour sortir de Californie et inonder les autres États américains avec ses variétés et ses magasins. Généralement, la marque ne cultive pas elle-même son cannabis, elle se contente de prélever jusqu'à 20% sur les cultivateurs qui utilisent ces variétés. Elle ne le vend pas non plus, mais s'arroge de 5 à 15% des recettes brutes de chaque dispensaire à sa marque. Ils ont aussi les prix qui vont avec. Un 3,5 g de Bernie Hanna Butter coûte 60 $, soit 50% de plus qu'une variété générique, tandis qu'un Hoodie Cookies coûte 100 $. La marque Cookies se contente donc d'être un intermédiaire de ces business et de prendre des pourcentages de marge un peu partout, et finalement très peu de risques. Cela a aussi permis à Berner d'aller vite, et d'éviter de lever des millions de dollars pour financer sa croissance, ce qui aurait eu aussi pour effet de le diluer et de perdre le contrôle de sa société. En 2022, Forbes parle d'un empire du cannabis à 1,5 milliard de dollars, la fortune de Berner étant estimée alors à 250 millions. Berner parle lui carrément d'une valo à 1 milliard dans une interview pour Business Insider, sur la base du chiffre d'affaires, de la croissance et de la croissance potentielle, dit-il. En parallèle, il n'oublie pas de redonner aussi à la communauté, par exemple avec la création de l'université Cookies, la Cookies U, située à Humboldt, et destinée à apprendre from A to Z le cannabis business à des personnes issues des communautés affectées par la guerre à la drogue. Tout est-il pourtant tout rose chez Cookies? Pas vraiment. La marque souffre de sa grosse croissance, se fait souvent railler pour sa qualité de mids, des rumeurs courent sur la gestion quasi mafieuse pour aboutir à ses deals, plusieurs procès sont d'ailleurs en cours suite à des deals avortés. Le legacy market a parfois ses méthodes. Mais force est de reconnaître que peu d'entreprises du cannabis aux États-Unis ont le succès et l'ampleur mondiale de Cookies. Ces variétés sont même en Asie, via la Thaïlande, en Israël, au Canada ou en Europe via un deal au Portugal avec Aconda, qui vise la commercialisation de ces variétés en Allemagne et sur les autres marchés médicaux européens. Et aussi avec son club à Barcelone, plus tous les imports illégaux. D'aucuns reconnaissent que Berner est toujours resté lui-même, qu'il fait en sorte que les cultivateurs et les breeders de cannabis historiques sortent du marché licite pour entrer dans le marché légal. Qu'il n'est pas un arriviste, a grandi avec la régulation, a commencé en bas de l'échelle pour dorénavant vendre les échelles. Pour lui, il s'agit de créer quelque chose de durable, une richesse intergénérationnelle qui se partage entre les consommateurs de longue date, les militants et les personnes qui savent se respecter et respecter les autres dans un univers où l'ego et l'humain pèsent beaucoup. Bref, finalement, c'est l'histoire d'un bud-tender amoureux de rap, désormais à la tête d'un empire de la weed. Dans le sillage de Berner, j'ai évoqué le nom de Sherbinski. De son vrai nom Mario Guzman, Sherbinski est le créateur de la célèbre gelato. Et comme beaucoup de breeders, il a commencé sur le marché noir, mais plutôt par nécessité, comme il me l'a expliqué en mars 2020 à Paris. Il était là pour la Fashion Week et un certain Léo Berliner, aka Silver Fox, avait fait la connexion. C'était un mois avant le Covid, on vivait encore en pleine insouciance. Oui, là, c'est moi avec Sherbinski. Mais revenons à nos moutons. Si Sherbinski s'est lancé dans la weed, c'était donc par nécessité. À l'époque, il était agent immobilier et il devait payer ses factures. Il avait accès à des génétiques sympas et il a mis quelques lampes dans un garage à San Francisco. Dès sa première culture, il dit avoir eu un bon rendement et une qualité vraiment bonne. C'était les débuts du mouvement pour le cannabis médical en Californie. Il a mis la weed dans son sac à dos, a téléchargé une liste de dispensaires officiels de San Francisco et est allé proposer sa weed au Vapor Room, un dispensaire iconique de San Francisco. De fil en aiguille, il a développé des bonnes relations avec le propriétaire du dispensaire et a finalement fait partie de leur travail de la culture qui est née de ces endroits, celle de la compassion et de participer à la communauté. Au fur et à mesure des régulations, il a connu le marché gris et sa transition vers un marché régulé. Sherb est ensuite devenu militant et a voulu donner un accès sûr au cannabis, même si ça voulait dire être listé officiellement comme grower-fournisseur d'un dispensaire et donc prendre des risques. Et pour les patients, les dispensaires sont préférables à la rue. Sherbinski y croisait des suits and wheelchairs, comme il dit, des mecs en costume et d'autres en fauteuil roulant de toutes les origines sociales et géographiques. Ils traînent dans le même quartier que Jaiga et les deux finissent par se rencontrer et travailler ensemble. Il assiste à la création de la GSC, participe à celle de la Pink Panties, qui est le père de la Sunset Sherbet, dont il tirera son nom Sherbinski. Il croise la Sunset Sherbet avec une GSC et paf, ça a donné la gelato. Plus précisément le phénotype 33, surnommé la Larry Bird, car c'était le numéro de maillot de joueur aux Celtics. La 25, c'est la Guava Gelato. Et les autres ont donné les Acai Berry Gelato, phénotype 49, la Mochi, phénotype 47, la Bacchio, phénotype 41 et la Gelo. Son histoire était en marche. La Gelato est l'une de ces variétés très spéciales qui inspire une dévotion fanatique chez certaines personnes. En étant au bon endroit avec les bonnes personnes et en restant vrai dans son travail, Sherbinski gravite autour d'artistes musicaux à succès et autres influenceurs de la mode. Les rappeurs aiment tellement sa Gelato que Tyler the Creator, Future, Post Malone et Young Dolph font l'éloge des créations de Bluesman dans leurs textes. Young Dolph donne même son nom à un de ses albums. Sherbinski a lui une vision très claire de ce qu'il veut faire et veut amener sa marque dans le mainstream. Comme Cookies, il prend un code couleur reconnaissable, le orange, un logo travaillé et ouvre son magasin sur Fairfax Avenue, une sorte de bodega high-tech avec tout l'univers Sherbinski. Il entame aussi des collaborations avec des grandes marques pour sortir de l'univers Cana, comme Nike avec sa paire de Air Force One qui est sold out en quelques heures. Il sort aussi des accessoires comme le double barrel, qui permet de vaper ses cartouches avec style, voire d'en vaper deux en même temps. Et évidemment, du merch.
Il diffuse aussi ses variétés au plus grand nombre, avec notamment une collaboration avec Dinafem pour commercialiser ses semences de gelato première génération dans plus de 50 pays. Mais aussi produire de nouvelles variétés avec Humboldt Seed Organisation et plus tard Silent Seeds. Plus discret sur ses affaires que Berner, il étend pourtant sa marque jusqu'au Canada avec différents partenariats de distribution. On retrouve aussi ses fleurs au UK via des partenariats de distribution de weed canadienne dans les cliniques britanniques. Ces fleurs traversent les frontières et c'est aujourd'hui son héritage. D'un point de vue extérieur, on pourrait considérer que sa gelato a tellement marqué les esprits qu'il n'a pas réussi à passer à autre chose. Il le disait d'ailleurs en 2020 que son plus grand plaisir est partager sa gelato. Je veux que les générations futures aient accès à l'original, afin qu'elles puissent obtenir une véritable réponse lorsqu'elles se demanderont pourquoi elle était si spéciale. Mais ce serait sans compter le hustle qui le caractérise et qui pourrait en surprendre plus d'un dans les années à venir. Sortons un peu de la cookies femme et penchons-nous maintenant vers Doja. Véritable sensation marketing des 24 derniers mois, Doja récolte aujourd'hui les résultats de ses 20 années de travail. Ryan Bartholomew, le visage actuel de la marque, a commencé à vendre du cannabis en 1999 pour financer sa conso. Il dirige désormais la marque depuis 2016, mais a commencé très tôt à bouger des packs et à être deep in the game. Avant d'atterrir en Californie au milieu des années 2010, il prend 6 ans de mise à l'épreuve au Texas. Ce qui ne l'empêche pas de bouger sur les premières Cannabis Cup californiennes qui se déroulaient à partir de 2010 et d'y rencontrer certaines des personnes avec qui il travaille encore. Comme tous les acteurs actuels et à succès du marché californien, Doja en tant que marque s'est fait un nom à cette époque de la proposition 215. Il n'est toutefois devenu un acteur majeur qu'après 2018, lorsque la Californie a légalisé le cannabis à usage adulte. Et sa méthode est très différente des deux précédents acteurs. Doja a débuté petit, comme un service de livraison Weedmaps en 2017, avec seulement 2 chauffeurs plus lui. Il proposait du cannabis cultivé dans un garage sous 12 lampes. Grâce aux relations nouées avec d'autres opérateurs à Sacramento et dans la Bay Area, Doja commence par vendre de la fleur en gros de marques comme Connected avec la biscotti et Cookies. Jusqu'à récemment, Doja ne bridait ni ne cultivait les variétés qu'il distribuait. Son travail consistait essentiellement à repérer les weeds ultra premium et à en faire un hit. La RS11 en est l'exemple parfait. Elle a été bridée par Deep East, cultivée par Wizard Trees, les arbres sorciers comme dit Al Capote, puis distribuée, marketée et hypée par Doja pour en faire le carton qu'on connaît. Qu'est-ce qui fait finalement le succès de Doja ? La marque est capable d'anticiper le succès d'une strain, de contractualiser avec des growers et de commercialiser ses produits à grande échelle en garantissant un niveau reproductible de qualité très élevé. Aujourd'hui, Doja dispose d'installations dans toute la région métropolitaine de Sacramento et dans le comté de Humboldt, avec plus de 1000 lampes dans chaque installation intérieure et d'immenses superficies pour les cultures extérieures. Il fournit ses génétiques à des growers, fonctionnant alors comme une entreprise de propriété intellectuelle, ou fait du phénomène sur des variétés soit très classiques comme la Sherbanger, soit à la recherche de nouvelles saveurs. Les variétés les plus populaires de Doja sont jusqu'ici des projets de collaboration avec Archive Seeds, Deep East et Wizard Trees. La marque Darwin Farm se procure aussi une bonne partie du cannabis cultivé par Doja pour la vendre sous son propre label. Ayant poussé le travail de Connected pendant des années et bénéficiant de relations solides avec Alien Labs, Cookies ou Sherbinsky, Ryan a amassé un sérieux pouvoir d'achat, mais ce n'est pas sa seule valeur ajoutée. Doja Pack travaille également avec des cultivateurs et des marques affiliées dans toute la Californie du Nord pour rechercher et livrer certains des meilleurs cannabis. En plus de la RS11, de la Zope et de la Rainbow Sherm numéro 40, Doja Pack est connu pour 2 autres variétés. La première est la Rainbow Bells, un hybride de Skittles et de Docido Rivers, créé à l'origine par Archive Seeds. La seconde est la Biscotti, un cut rebrandé de la Biscotti de Connected, Gelato 25 X South Florida Ojekush, cultivée par l'équipe de Doja. Résultat, la marque est aujourd'hui considérée comme l'élite du cannabis vendu au détail. Elle est connue de tous les amateurs de cannabis et copiée partout dans le monde. Son credo du white ash, à savoir une cendre blanche lorsque le G crame, est devenu une vraie marque de fabrique et un critère de qualité objectif. Il fait d'ailleurs souvent un clin d'œil aux Britanniques de Zushi qui lui ont appris ça. Pour se distinguer des copies, Doja a ajouté sur ses packaging ultra léchés un QR code de suivi qui permet de savoir si le code a déjà été flashé et qui donne des informations sur la weed dans le pochon. Un moyen de traçabilité bienvenu dans un monde où toutes les grosses marques se font copier extrêmement facilement et où l'attrait d'un produit réside principalement dans un nom de variété ou une marque. Doja vend aussi ses graines sous le nom de Duke of Doja, qui reprend le nom d'un des breeders historiques de la marque, Duke of Herb. La marque avait un stand à la dernière Mary Jane d'ailleurs, ne tardera donc pas avant que des variétés Doja soient accessibles sur le marché noir ou le marché gris. Une des forces de Ryan, au-delà de son côté visionnaire et faiseur de tendance, est probablement de s'entourer finement de personnes triées sur le volet. Real recognize real, if you know you know, 2 expressions que Ryan utilise et qui résument la manière dont il s'entoure. Si les personnes sont capables de travailler avec lui et adhèrent à sa mentalité, alors il rentre dans la Dream Team. Le plus gros défi qui attend Doja désormais est probablement l'intégration du marché médical mondial. La marque fait actuellement de la R&D dans des installations GMP au Canada, en vue de se faire distribuer sur le marché du UK, de l'Allemagne, du Portugal, de Suisse ou d'Australie. C'est une autre paire de manches que les différents marchés américains, avec des normes de qualité drastiques qui ouvrent néanmoins au marché médical mondial. Et Ryan le dit souvent, il ne s'arrêtera pas de travailler avant de pouvoir envoyer ses fleurs partout dans le monde. Steve DeAngelo est surnommé le père de l'industrie légale du cannabis.
Et pour cause, Steve est avant tout un militant infatigable des droits du cannabis et de la réforme du cannabis aux États-Unis. Mais il est aussi connu pour avoir cofondé le plus gros dispensaire de cannabis des États-Unis avec plus de 250 000 patients médicaux enregistrés. Son histoire commence en 2005. À l'époque, la plupart des dispensaires étaient gérés soit par des militants bien intentionnés, soit par des criminels qui utilisaient la loi Prop 215 comme bouclier pour écouler des quantités importantes par des moyens détournés. Dans les deux cas, les dispensaires étaient sombres, avaient souvent des barreaux aux fenêtres, des agents de sécurité sans uniforme ni formation, des préparateurs mal formés, le cannabis était souvent conditionné dans des emballages insalubres, il était difficile pour les gens ordinaires de s'y sentir à l'aise. La vision d'Harborside était radicalement différente. Steve et son frère Andrew voulaient créer un environnement dans lequel toutes les catégories sociales se sentent bien. Un dispensaire avec des fenêtres ouvertes pour laisser entrer la lumière, des codes barres sur les produits pour que Harborside puisse les suivre dans son système de points de vente, des conseillers bien formés qui comprennent parfaitement les produits. Ils voulaient aussi une plus grande sélection de produits que ce qui était disponible à l'époque et créer un centre de guérison et d'apprentissage où les patients pourraient activer leur militantisme, guérir leur corps et leur esprit et accéder gratuitement aux médicaments à base de cannabis s'ils vivaient dans la pauvreté. Le dispensaire ouvre en 2006 et malgré les multiples tentatives du ministère américain de la Justice de fermer le dispensaire, il est resté à l'avant-garde du mouvement de réforme du cannabis et est entré dans l'histoire le 1er janvier 2018, avec la première vente légale de cannabis au premier moment de l'usage récréatif légal en Californie. Harborside a été le premier détaillant de cannabis du pays à exiger des tests rigoureux pour tous les produits afin de s'assurer qu'ils sont exempts de pesticides et d'autres impuretés et qu'ils contiennent des niveaux de puissance vérifiables de THC et de CBD et continue aujourd'hui à fixer la barre en matière de conformité au cannabis. Pour ce faire, Steve crée Steep Hill en 2008, le premier laboratoire d'analyse commerciale du pays. Le laboratoire fait aujourd'hui environ 5 millions de dollars de chiffre d'affaires par an et a des succursales dans l'État de Washington ou au Nouveau-Mexique et des franchises à Hawaï ou en Alaska. En parallèle, Steve cofonde ArcView avec son associé Troy Dayton, un incubateur et réseau d'investisseurs pour financer les startups du cannabis. Il intègre aujourd'hui plus de 600 investisseurs accrédités qui ont collectivement investi environ 200 millions de dollars dans 175 startups. Harborside, lui, dégage environ 35 millions de dollars par an. Aujourd'hui, Steve a pris ses distances avec Harborside et travaille surtout sur le Last Prisoner Project, un groupe de pression pour faire sortir de prison les personnes condamnées pour des faits non violents liés au cannabis. Steve D'Angelo pèse, lui, plusieurs millions. Certaines estimations sur Internet parlent de 5 millions, mais probablement plus. Comment se faire couronner roi du cannabis? Ariane Rostiam a manifestement la réponse. Ariane Rostiam est tout d'abord un personnage singulier, emblématique et assez secret. C'est actuellement le propriétaire fondateur des coffee shops Greenhouse et des mêmes dispensaires en Thaïlande, de la banque de graines Greenhouse Seed Company, qui aurait détenu jusqu'à 25% du marché des graines de cannabis dans le monde, et de plusieurs autres business comme Strain Hunters, une suite de reportages sur la recherche de cannabis originel. L'entreprise a aussi des antennes en République démocratique du Congo ou en Amérique du Sud, et une marque d'engrais, Greenhouse Powder Feeding. Salut Ben! C'est aussi le seul cultivateur au monde à avoir gagné une quarantaine de Cannabis Cup, et il a appris des meilleurs. La légende veut qu'il fume son premier joint à 16 ans, en 81, une époque où Amsterdam ne compte qu'une dizaine de coffee shops qui vendent quasi exclusivement du hash. En 83, Ariane voyage en Thaïlande où sa route croise celle d'un vieux Thaï qui s'occupe d'une clinique de désintox pour personnes addictes à l'héroïne et qui l'aide à sortir de leurs démons avec des huiles de cannabis. 7 jours plus tard, juste avant de partir, cette personne lui donne 5 graines de cannabis locales et lui dit de les garder car, je cite, « elles feront tomber des gouvernements dans le futur ». De retour en Hollande, Ariane commence à cultiver différentes variétés de cannabis exotiques offertes par certains de ses amis et chassées lors de voyages en Thaïlande, au Népal ou dans d'autres pays du sud-est asiatique, surtout des couches pour en faire sa master couche. Les coffins ne sont néanmoins pas intéressés par de l'herbe cultivée en Hollande et préfèrent les imports mexicains ou jamaïcains, malgré l'acharnement d'Ariane à leur proposer ces récoltes, que les propriétaires de coffee qualifient de cat piece. Après plusieurs années passées à essayer de convaincre de vendre sa production, quasiment à la rue, Ariane décide d'ouvrir son propre coffee, le Greenhouse, en 1992 avec l'argent d'une amie. Et personne ne vient, son coffee ne fonctionne pas. Le destin vient alors d'une limousine qui s'arrête devant son coffee, avec à son bord un membre de la famille Kennedy, et qui propose à Ariane de participer à une High Times Cannabis Cup, totalement méconnue d'Ariane à l'époque. Le temps passe, Ariane participe à la Cup. Et début novembre, un matin, sans raison apparente, 500 personnes se pointent devant son coffee, puis 700 le lendemain, et 800 le surlendemain. Ariane apprend à rebours qu'il a gagné le premier prix à la Cannabis Cup, et le succès est lancé. En 1994, Ariane rafle quasiment tous les prix de l'High Times. Idem en 1995, où ses succès lui valent la couverture d'High Times, le magazine éponyme. C'est alors qu'il s'autocouronne roi du cannabis sur la base d'une blague de sa femme. Un grand nombre de fumeurs se déplacent alors vers le Greenhouse pour goûter les variétés créées ou vendues par Ariane. Les premières célébrités ne tardèrent pas à se montrer et à poser avec Ariane. Les photos sont encore aujourd'hui accrochées au mur de son coffee à Amsterdam, mais aussi en Thaïlande. Là, c'est moi dans son coffee en Thaïlande. C'est en 1995 aussi qu'il cofonde Greenhouse Seeds avec Neville Schoenmakers.
La demande en weed était forte, mais la demande en graines encore plus, et mis à part Sensi Seeds, qui avait racheté en 1991 la banque de Neuville, le même, ce seed bank, il existait peu de choix à l'époque. Neuville travaille notamment sur une variété, la Haze, qu'il avait eu de graines apportées par Sam the Skunk Man, et crée plusieurs hybrides de cette plante, dont la Super Lemon Haze. Toute la lignée des Haze provient donc de Neuville, alors que les Whites sont à l'origine d'une petite guéguerre entre Ariane et Chanty Baba, les deux se réclamant à l'origine de la plante. On plonge ici dans les arcanes des histoires de breeders. Mais plus précisément, Ariane donne la paternité de la plante à Ingemar, un cultivateur néerlandais des années 80, passionné par la culture en plein air, qui s'est efforcé d'acclimater les plantes au rude climat néerlandais. Ingemar reconnaît d'ailleurs qu'il a donné la White Widow à Ariane et qu'il est le seul à pouvoir l'utiliser sous ce nom. Chanty Baba explique lui qu'il a créé la White Widow lors de la fondation de Greenhouse Seed à partir de graines indiennes et d'une plante femelle brésilienne. Si on ne sait pas à 100% qui dit le vrai du faux, les trois semblent impliqués dans la création de la White Widow. Ce concours de n'est toutefois pas le but principal d'Ariane, qui cherche davantage à normaliser le cannabis autour du monde et à promouvoir une culture du cannabis positif dans les médias traditionnels. Il se fait le porte-parole des coffee shops devant le gouvernement néerlandais contre le Weed Pass, qui entendait limiter l'entrée des coffees Amsterdamo aux Néerlandais. Plus tard, il accompagne le gouvernement thaïlandais dans sa dépénalisation et tente d'aider à sa mesure les pays africains, notamment la République démocratique du Congo, où il a implanté une de ses facilities pour aider 250 familles et 700 enfants. La vision qu'Ariane a reçue du vieux Thaïlandais est devenue aujourd'hui une réalité. Les États-Unis légalisent ou dépénalisent au fur et à mesure la consommation de cannabis, que ce soit pour un usage médical ou récréatif. L'Uruguay a complètement légalisé le cannabis en 2013, comme le Canada en 2018, et la moitié des pays européens dépénalisé le cannabis pour un usage personnel. Les Cannabis Social Club ont ouvert en Espagne, en Allemagne et à Malte, et l'Europe s'ouvre au cannabis légal avec le Luxembourg, les Pays-Bas et son expérimentation de production légale, ou la Suisse, mais aussi des pays impensables il y a 10 ans, comme la Thaïlande. Depuis l'ouverture du premier greenhouse, Ariane a ouvert 4 autres coffees aux Pays-Bas, une des banques de graines les plus fructueuses en plus des engrais, une fondation et a gagné plusieurs prix pour ses documentaires. Il a monté des partenariats avec Canopy Growth au Canada, ouvre un magasin par trimestre en Thaïlande et ne compte pas laisser l'Afrique de côté. À quel point est-il riche? Il ne le dit pas et confesse simplement que we are doing good. Certains valorisent sa fortune à 200 millions d'euros avec les parts de ses sociétés, mais c'est probablement une estimation au doigt mouillé. Le secret de sa réussite, il le dit lui-même. Il a toujours travaillé dans l'illégalité. Produire des graines illégalement, produire du cannabis illégalement, il n'avait pas beaucoup d'autres possibilités. Mais il rentre au fur et à mesure des régulations dans le droit chemin. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire à la fois synthétique et à la fois complet, c'est pas un exercice qui est toujours facile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo sortira. Une seconde vidéo est déjà en cours de production, donc elle arrivera assez rapidement j'espère. Merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'ici et à très vite, ciao! À la suite, je félicite les gros bonnets l'illicite. Pas d'ingénieur dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Et tu dis que tu peux être le prince.